Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Dernier volet ce vendredi de notre semaine spéciale UEMOA avec un dossier consacré au marché financier régional de l'espace. Au sommaire également, la nouvelle est tombée à l'aube ce vendredi. Karim Wade est libre. Le fils de l'ancien président sénégalais Macky Sall a bénéficié d'une grâce présidentielle. Et puis le déploiement au Burundi des observateurs de l'Union africaine annoncé en 2015 accuse un sérieux retard. La machine est-elle grippée? Eh bien, nous en parlerons et nous en parlerons avec nos éditorialistes. Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Gracien Rokindikiza. Bonsoir Gracien. Bonsoir Graziella, bonsoir à tous. Et Alfred Chango. Alfred, merci d'être avec nous. Merci Graziella, très heureux d'être avec vous ce soir et puis à mes très chères téléspectatrices aussi. Tout de suite, c'est l'info du jour. Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, a été gracié et remis en liberté ce vendredi 24 juin. Il avait été condamné en mars 2015 à 6 ans d'emprisonnement pour enrichissement illicite. Les sanctions financières et les pénalités sont cependant maintenues. On fait le point tout de suite avec Ibrahima Dioumaba. Au Sénégal, Karim Wade a été gracié ce vendredi 24 juin 2016. La présidence de la République a publié un communiqué dans lequel il est précisé les conditions de cette grâce. L'ancien ministre des Transports aériens et de la coopération internationale a été élargi avec ses co-détenus Ibrahima Abou Khalil Dibibo Bourchi et Alioune Samba Diassé par le décret numéro 2016-880 du 24 juin 2016. On a vu la participation du Parti démocratique sénégalais au dialogue national. On a vu aussi le lendemain du dialogue, le président Macky Sall a appelé son prédécesseur, par ailleurs le père de Karim Wade. Et on avait annoncé, juste après ce dialogue national, le président Macky Sall avait annoncé sur RFI que Karim serait libéré d'ici la fête de la Korité. Donc si Karim est sorti de prison hier dans la nuit, et on peut dire que c'est en catimini que ça s'est passé parce que un élargissement de prison à 1h30 du matin, ça n'a jamais existé au Sénégal. Donc je pense qu'il n'y a rien qui surprendrait. Ils l'avaient annoncé, ils l'ont justifié et maintenant ils l'ont expliqué aussi et voilà le résultat. Depuis quelques semaines, les Sénégalais s'attendaient à cette libération. Le président de la République avait fait l'annonce en personne, assurant qu'il allait accorder sa grâce à Karim Wade. La présidence tente de rassurer l'opinion en précisant que la grâce accordée à Karim et ses co-détenus ne les dispense pas des sanctions prononcées par la justice. C'est une prérogative constitutionnelle, un droit accordé au chef de l'État par la Constitution, et il peut l'accorder à qui il veut. Donc, ça ne change rien. Les juges ayant fini de juger, la condamnation étant définitive, maintenant, l'aspect judiciaire écarté, la procédure judiciaire terminée, le chef de l'État seul a le pouvoir d'accorder la grâce à la personne condamnée définitivement. Karim Wade a été condamné à 6 ans de prison en mars 2015 pour enrichissement illicite. Il était en détention depuis avril 2013. Son procès avait alimenté plusieurs polémiques, notamment sur la procédure pénale. Les adversaires politiques du président Macky Sall et certains membres de la société civile ont dénoncé la libération de Karim Wade depuis l'annonce de sa grâce. Alfred, comment avez-vous accueilli l'annonce de la libération de Karim Wade? Bien, ça n'a pas été une surprise pour moi. Il y avait déjà des tractations, Graziella, qui dataient d'un certain temps. Et puis, la rencontre entre Abdoulaye Wade et puis le Macky Sall, avant les concertations organisées par Macky Sall, laissait présager évidemment cette issue-là. Et puis, comme il a purgé au moins 3 ans de ses 6 ans de peine, il était presque entendu que d'une manière ou d'une autre, Macky Sall allait le gracier. Mais la grâce présidentielle n'enlève pas finalement la condamnation. Mais enfin, ça permet d'apaiser le climat politique au Sénégal. Et je pense aussi qu'il y a un calcul très intéressant de la part de Macky Sall derrière cette libération, qui a été aussi en quelque sorte initiée par les chefs religieux. On sait souvent
souvent au Sénégal c'est comme ça, lorsque les chefs religieux interviennent en coulisses, en règle générale, les chefs d'État sénégalais écoutent, et donc là, il fallait apaiser l'atmosphère, et puis Macky Sall a su jouer de ça très habilement pour piéger à la fois, je crois, les membres du PDS et puis de son propre parti, puisqu'il y a des tensions depuis un certain temps. Hein. Justement, Gratien, quelle retombée sur l'architecture politique au Sénégal? D'abord, c'est parce que le procès en soi, il a été annoncé dès le départ comme étant un procès politique, alors que c'était des problèmes de malversation, d'enrichissement illicite. Il a été condamné. Karim Wade lui-même, il n'a pas reconnu la condamnation, même définitive, jusqu'à la fin. C'était toujours un procès politique. Et aujourd'hui, il y a une libération, disons, après avoir purgé quelques années. Alors, le problème qui se pose, même pour les Sénégalais, c'est de savoir est-ce que vraiment est-ce une libération sur le plan pénal ou une libération sur le plan politique? Donc il y a une certaine confusion. Est-ce que le président le fait souvent pour d'autres condamnés? Donc il y a un problème, notamment au niveau, il y a la lutte contre la corruption et aussi la perception d'un Sénégalais moyen parce que le procès a été beaucoup politisé et donc pour moi la libération a une certaine connotation politique, ce qui fait que elle aura déjà la suite au niveau politique du pays. Vous partagez ce point de vue, Jean-Marie? Je partage ce point de vue avec Gratien, tout simplement. Pourquoi? Parce que je me posais la question finalement de savoir, Karim Wade, est-ce qu'il a été condamné par rapport aux preuves qui ont été produites par la justice? Si c'est le cas, la condamnation est tout à fait logique. Mais d'un autre sens, je suivrai Gratien en me disant que si on condamne un individu en Afrique, moi sur ce plateau, je dis toujours, je considère les détournements de fonds en Afrique et les corruptions, c'est-à-dire qui gangrènent nos économies, comme étant un crime, si vous voulez, au développement de nos États. Il ne peut pas être acceptable de voir, comme Gratien l'a si bien noté, de voir que les gens qui sont au pouvoir pour venir servir le peuple, si vous voulez, prennent ce qui est le bien public, ce que moi je considère comme étant le bien public. Si c'est le cas, je me dis que la condamnation est tout à fait justifiée et avérée. Mais si ce n'est pas le cas, bon, le président Macky Sall, la Constitution lui permet, si vous voulez, de poser cet acte-là. Mais, in fine, je dirais que le fait de détournement de fonds, il faudrait qu'on insiste là-dessus et que ce ne soit pas quelque chose sur laquelle on passe comme ça, parce que ça constitue un crime très, très important de mon point de vue. Merci Jean-Marie. Alors, très rapidement, Alfred, quel avenir pour la justice et pour la CREI? Est-ce que cette libération n'est pas la preuve, finalement, que l'état de droit est à construire au Sénégal? Je pense effectivement qu'on peut s'interroger dans ce sens-là, Graziella. Mais il faut noter que Karim Wade n'est pas le seul prisonnier que Macky Sall a gracié, puisque avant la fête nationale, il a gracié aussi d'autres prisonniers. Mais c'est vrai que ça peut poser des questions, mais le Sénégal reste quand même malgré tout un état de droit. Merci Alfred. Dans l'actualité également, où en est le projet de déployer des observateurs et des experts militaires de l'Union africaine pour surveiller les violences au Burundi? Plus de 6 mois après l'annonce du projet, seul un quart de l'effectif annoncé est actuellement sur le terrain. On fait le point avec Corinne Kamdem. 32 observateurs des droits de l'homme et 15 experts militaires, c'est le nombre d'observateurs déployés au Burundi par l'Union africaine. Suite aux divergences avec le gouvernement du Burundi sur les conditions de présence de ces derniers, en effet, le gouvernement de Pierre Nkurunziza veut d'abord avaliser leur rapport avant leur envoi au siège de l'Union africaine, ce que refuse l'organisation. La délégation a toutefois été bien accueillie par le gouvernement. Nous avons accueilli la délégation de l'Union africaine. Cette délégation était composée des ambassadeurs africains qui font partie du Conseil de paix et de sécurité. C'est similaire à celle des Nations Unies qui était venue ici. Alors cette délégation était s'enquérir de la situation sécuritaire au Burundi. Donc nous leur avons expliqué la situation telle qu'elle est. Et aujourd'hui, nous sommes réjouis de voir cette délégation ici présente sur le sol burundais parce que aujourd'hui ils vont discuter, relater de ce qu'ils ont vu et non pas de ce qu'ils ont entendu de la bouche des autres ou de la bouche des médias ou d'autres opposants. Ils sont au Burundi, ils vont visiter le Burundi, ils vont parler avec les Burundais, donc ils vont s'enquérir de la situation réelle. Nous n'avons rien à dire parce que la situation est top, la sécurité au niveau national est au bon fixe. Et l'ITT
quelques cas de lancement de grenades qui sont isolés et vite maîtrisés par les forces de l'ordre. L'organisation envisagerait également le déploiement prochainement de 15 observateurs des droits de l'homme et de 19 experts militaires supplémentaires. Rappelons qu'en février dernier, 5 chefs d'État africains avaient obtenu du Burundi qu'il soit porté à 200 le nombre d'observateurs depuis 2015. Avec ce nouveau désaccord, le premier élan de l'Union africaine pour rétablir la paix au Burundi semble s'essouffler. Alors Gratien, il était question d'intervenir dans les meilleurs délais. Comment expliquer ce retard? Le retard s'explique par le refus de Nkurunziza. Il veut continuer à tuer, à massacrer, devant le regard de tout le monde, de toute la communauté internationale, ça qu'il y ait une intervention. Par contre, les gens qui sont présents sur le terrain, au moins dans la capitale, il suffit de suivre quelques unités qui font des bavures dans le pays. On connaît le Gémir au niveau de la police, on connaît le camp de Muzinda. On peut suivre ce qui se passe aujourd'hui dans la commune de Mugamba, Burambi, où ils sont en train de massacrer d'une façon sélective, au niveau ethnique. On a tout de suite, on n'a pas besoin d'interroger, comme le dit Gaston Sindimo, on n'a pas besoin d'interroger les gens, il suffit de regarder, de voir les gens qui sont torturés, des gens qui ont été violés. Donc les faits sont là et en réalité, on voit la communauté internationale et l'Union africaine qui ne fait que regarder. On verra si vraiment il y a un génocide qui se passe, qui sera coupable. Alors justement, l'Union africaine est souvent critiquée pour son manque de réactivité. Alfred, pourquoi n'y a-t-il pas de véritable changement? Est-ce que cette situation qui se répète ne risque-t-elle pas de discréditer davantage l'organisation? Graziella, l'Union africaine n'a pas le pouvoir de coercition vis-à-vis des États. Si elle avait ce pouvoir de coercition, elle imposerait justement la force supranationale, la force africaine, panafricaine même. Or, dans ce cas-là, dans un premier temps, l'Union africaine avait décidé d'envoyer 5000 soldats. Il y a eu opposition de Nkurunziza disant « mais ils arrivent, on va les attaquer ». Il y a eu recul de l'Union africaine. Maintenant, les observateurs, là encore, atermoiement, on diffère considérablement cette impuissance de l'Union africaine, justement, devrait faire réfléchir l'Union africaine à avoir d'abord, la possibilité de déploiement de troupes, au-delà, justement, des États, donc rogner un peu de leur souveraineté. Ça signifie revenir sur la charte qui est constitutive justement de cette Union africaine qui prône l'intangibilité de frontières, la non-intervention dans les affaires internes des États. Mais quand il y a des crimes, il y a des massacres, crimes contre l'humanité, des massacres, qui se commettent comme ça au vu, au su de tout le monde, à un certain moment, ça devient un refus d'assistance à personne en danger. Et là, l'Union africaine est coupable. Jean-Marie. Je dirais que je prendrais la même position qu'Alfred, tout simplement. Pourquoi? Parce que voilà un cas concret que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes au XXIe siècle. Et nous sommes en train de vivre un cas dramatique dans un État africain, dans lequel vous avez pratiquement la communauté internationale africaine, je ne parle pas de l'extérieur, devrait d'abord se lever et parler d'une seule voix vis-à-vis de l'un de leurs pairs. Et demain, Graziella, on va s'étonner qu'on se dise qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé par la Cour pénale internationale contre Nkurunziza et les Africains vont se lever. Non, ça s'adresse uniquement aux Africains. Citez-moi, si vous voulez, il y a des crimes dans le monde, c'est vrai, c'est évident. Il ne faut pas seulement regarder à l'extérieur ce que les autres font. Il faut d'abord que nous construisions nos démocraties, que nous essayons de mettre en place des mécanismes qui nous permettent d'empêcher des victimes, c'est-à-dire innocentes, dans une lutte de pouvoir simplement. Je veux vous dire que, Graziella, moi, ça me révulse de voir qu'on va tuer un individu pour le pouvoir. Je ne vois pas quelle est le pouvoir qui est au-dessus de la vie d'un individu, dont la communauté africaine, si vous voulez, devrait quand même être réactive là-dessus, ne serait-ce que sur le plan symbolique, même si on ne voit pas, comment dirais-je, des forces combattantes sur le terrain, mais qui condamnent strictement. Merci Jean-Marie. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.